L'addiction du personnage à la matrice extérieure et l'addiction de la matrice au personnage. Il existe une relation de dépendance mutuelle entre le personnage et la matrice extérieure. Le personnage devient addict à la matrice parce qu'il cherche constamment une information pour se définir. Le regard des autres, la validation, la reconnaissance, la comparaison, l'approbation ou la critique. Il quitte son propre espace pour se regarder à travers l'extérieur. Mais pendant que le personnage cherche dans la matrice de quoi exister, la matrice, elle, devient également dépendante du personnage. Car c'est à travers ses réactions, ses émotions, ses peurs, ses désirs et ses conflits que la matrice se nourrit et se maintient. Chaque projection, chaque polarité, chaque fragmentation du personnage alimente le champ extérieur. Ainsi se crée une double addiction. Le personnage croit avoir besoin de la matrice pour savoir qui il est et la matrice a besoin du personnage pour continuer d'exister. Tant que cette boucle fonctionne, l'énergie circule dans la fragmentation. Sortir de cette dynamique commence lorsque la conscience cesse de chercher son identité à l'extérieur et revient dans son espace intérieur, là où le personnage cesse d'être le carburant de la matrice et où l'être peut reprendre sa présence au point zéro. Personnage, fragmentation et retour au point zéro. Ce n'est pas la conscience qui s'éloigne. La conscience demeure toujours présente. Ce qui s'éloigne, c'est le personnage qui se désaxe de l'axe de sa conscience. Lorsque le personnage, l'ego, se désaxe, il commence à chercher ses repères à l'extérieur. Il se corrige alors en fonction de ce qu'il perçoit autour de lui. Le regard des autres, les réactions, les situations, les attentes ou les jugements. Au lieu d'habiter son axe intérieur, il commence à fonctionner à partir de l'information extérieure. Ce déplacement crée une forme de fuite intérieure. Le personnage quitte son centre et commence à vivre dans les informations qu'il reçoit plutôt que dans la présence de sa conscience. Avec le temps, cette fuite peut créer la dissociation. Certaines expériences deviennent trop chargées émotionnellement et le personnage se sépare de certaines parties de lui-même pour continuer à fonctionner. Ces parties deviennent des fragments. Chaque fragment contient une mémoire, une charge émotionnelle et une stratégie de protection. Ces fragments restent actifs dans le personnage et entrent constamment en résonance avec l'environnement. Lorsqu'une situation extérieure ressemble à une mémoire portée par un fragment, ce fragment s'active et génère une réaction émotionnelle. Le corps émotionnel devient alors très réactif. Il ne fonctionne pas seulement à partir du présent, mais aussi à partir des mémoires émotionnelles contenues dans les fragments dissociés. C'est pour cette raison que les réactions émotionnelles peuvent être très subjectives. Deux personnes peuvent vivre la même situation et ressentir des émotions complètement différentes, simplement parce que leurs fragments ne sont pas les mêmes et n'ont pas la même résonance. Les pensées suivent souvent ce même mécanisme. Les pensées ne sont pas toujours un choix conscient. La pensée vient d'ailleurs quand on est à l'extérieur de soi. Elles viennent en résonance avec nos propres fragments. Elles peuvent être des résonances des fragments du personnage. Chaque fragment active des pensées qui correspondent à sa mémoire ou à sa part. La pensée peut donc être sous influence. Elle peut être activée par des mémoires intérieures, par des fragments dissociés ou par les résonances que ces fragments entretiennent avec l'environnement extérieur. Dans cet état, le personnage peut croire qu'il contrôle ses pensées alors qu'il est souvent influencé par ses dynamiques internes. Le savoir véritable fonctionne différemment. Le savoir n'est pas uniquement mental, le savoir est corporel. Lorsque le personnage revient dans l'axe de sa conscience et dans la présence du corps, la perception change. L'information n'est plus seulement pensée, elle est ressentie directement comme une évidence intérieure. C'est dans cet espace que les fragments peuvent
progressivement être ramené dans l'axe. Le travail intérieur ne consiste pas à combattre les fragments, à se suradapter, à les corriger, mais bien à les intégrer. La respiration peut soutenir ce mouvement. L'inspiration ramène l'attention vers l'intérieur et vers le corps. L'expiration relâche les tensions accumulées dans les fragments. Elle les ancre dans le corps. Graduellement, l'énergie qui était dispersée dans les polarités revient dans la présence du corps. C'est ce mouvement qui permet d'entrer dans ce que l'on peut appeler le point zéro. Le point zéro est l'espace où les fragments cessent de s'opposer et où l'énergie commence à se rassembler. Les fragments sont récupérés, réintégrés. Le personnage cesse de courir vers l'extérieur et revient dans l'axe de sa conscience et crée de l'intérieur vers l'extérieur pour quitter l'extérieur qui crée dans l'extérieur. Le personnage ne disparaît pas, mais il cesse d'être dispersé dans ses fragments. Il se réaligne avec l'axe de la conscience et peut continuer à agir dans le monde sans être dirigé par ses mémoires et ses résonances. La peur de ne pas exister est la naissance du personnage. La peur de ne pas exister est souvent à l'origine de la construction du personnage. Lorsque l'être humain ne ressent pas profondément sa présence intérieure, il peut chercher des preuves d'existence à l'extérieur. Il développe alors un narratif mental pour se définir et il internalise l'extérieur, ce qui va en fait l'amener à penser qu'il pense, à croire ce qu'il croit et à chercher à l'extérieur de lui la résonance à ce qu'il a internalisé. Qui il est, ce qu'il a vécu, ce que les autres pensent de lui ou ce qu'il doit devenir. Le personnage s'identifie progressivement à cette histoire. Ce narratif mental, cette chambre à écho, crée par défaut notre réalité, peut aussi être accompagné d'un ressenti d'envahissement intérieur. Les émotions, les souvenirs et les réactions prennent beaucoup de place et le personnage devient impliqué dans ce récit. Il entre alors dans ce que l'on peut appeler le jeu du drame, les conflits, les comparaisons, la peur, le rejet, le besoin de reconnaissance ou la justification interne. Dans cet état, l'identité dépend fortement de l'extérieur. Le personnage cherche constamment à exister à travers les regards des autres, les situations qu'il traverse ou les réactions qu'il provoque, parce qu'il n'existe pas réellement. Il a coupé sa connexion avec sa conscience. La peur et l'insécurité deviennent alors des moteurs importants. Parfois, le personnage cherche à compenser cette peur par la recherche de plaisir, de validation, de réussite. D'autres fois, il tente de fuir les situations qui réveillent ses fragments. Il peut aussi entrer dans des comportements de sabotage ou de paralysie lorsque certaines mémoires sont activées. Toute l'énergie du personnage peut alors se retrouver engagée dans ce mouvement, tenter d'exister à travers son histoire et à travers les réactions qu'il suscite dans le monde extérieur. Lorsque le personnage revient dans l'axe de sa conscience et dans la présence du corps, l'existence ne dépend plus uniquement du narratif mental, elle devient une expérience directe d'être. Le personnage peut alors continuer d'exister dans le monde, mais il n'a plus besoin de se disperser dans la peur, la fuite, le drame pour se sentir vivant. Le personnage, l'ego étant une compensation à la déconnexion, il attache tout subliminalement, même si le conscient ne veut pas l'attacher. Tout ce qui peut lui donner une identité, il l'attachera. Intégration des fragments au point zéro. Dans le processus d'intégration, il est possible de ramener consciemment les fragments dissociés. À l'inspiration, l'être peut rappeler ces fragments dispersés dans la matrice, ceux qui sont restés dans le passé, ceux projetés dans le futur, ceux qui sont restés dans d'autres boucles de temps.
ceux qui sont dans l'abîme. Certains fragments peuvent être associés à des mémoires anciennes, à des événements transgénérationnels, à des expériences qui semblent appartenir à un autre moment du temps. L'inspiration permet de rappeler ces fragments depuis ces espaces. Même si je ne sais pas comment, je commande avec ma conscience de réintégrer toutes les parties, les fragments qui portent mon nom et ma signature vibratoire pour les ancrer à l'intérieur de mon espace intérieur. Je donne le droit d'exister à tout ce qui existe, mais en revenant à l'intérieur, j'ai pris et je prends le droit d'exister, de m'autoriser maintenant à créer mon espace. À l'expiration, ces fragments sont ramenés dans le corps et ancrés dans la présence. Je récupère mes fragments qui étaient dissociés dans la matrice, dans les incarnés, les désincarnés, les entités, les idéologies, les croyances extérieures. Je les ramène, je les inspire et je les expire pour les ancrer à l'intérieur de moi. C'est dans cet espace que l'ancrage au point zéro peut se produire. Le point zéro devient alors l'espace où tous les fragments peuvent être intégrés. C'est un espace où l'être peut demeurer présent avec les différentes influences qui existent dans le champ. Les incarnés, les désincarnés, les interférents, les idéologies, les conditionnements, les égrégores, les mémoires transgénérationnelles et les structures de la matrice, etc. Le personnage est dans une addiction à vivre à l'extérieur de lui. En créant de l'extérieur vers l'extérieur, il crée à partir de compensations à ses blessures et des schémas qui vibrent en résonance à ses blessures arrivent dans sa réalité. Dans cet espace, il ne s'agit pas de lutter contre ses influences, mais de rester présent dans son axe, de revenir à l'intérieur de soi. Nous sommes envahis mutuellement puisque le personnage est addict à la matrice et la matrice est addicte au personnage. Un se nourrit de l'autre. Un a besoin de l'autre. Lorsque l'être demeure dans son espace, l'énergie qui était dispersée dans la matrice commence à revenir dans le corps. Les fragments cessent d'être des forces dispersées et deviennent une énergie intégrée dans la présence. Le personnage peut alors continuer à exister dans le monde, mais il n'est plus gouverné par la fragmentation. Il agit à partir de l'axe de sa conscience et de la stabilité du point zéro. L'ego, le personnage, reste à l'intérieur et devient l'outil de la conscience, le mental, l'outil de la conscience. L'émotion devient l'information que la conscience exprime. Il y a une confusion très répandue dans le développement personnel et même dans certaines approches spirituelles. L'idée que tout viendrait uniquement de nous, comme si tout ce que nous vivons n'était que la conséquence de notre psychologie, de nos blessures ou de nos croyances. Cette vision est incomplète. Elle crée parfois une nouvelle forme de culpabilité inconsciente ou consciente. Si tout vient de moi, alors tout serait de ma faute. Mais la réalité de l'expérience humaine est beaucoup plus complexe. Elle fonctionne dans deux directions en même temps. L'intérieur influence l'extérieur et l'extérieur influence l'intérieur. Il existe un véritable jeu d'interaction entre notre monde intérieur et les champs d'information qui nous entourent. Le personnage s'identifie à ce que l'on peut appeler l'âme astrale, la partie subliminale, c'est-à-dire la couche psychique faite d'émotions, de mémoires, d'histoires personnelles et de projections. Elle commence à créer un environnement qui lui ressemble pour se donner l'illusion d'exister puisqu'elle a perdu son identité réelle dans la chute et le départ de l'unité pour la séparation quand elle a quitté son esprit. Ce champ émotionnel est imaginal, devient une sorte de paysage intérieur projeté autour de nous, c'est l'astral. Dans ce paysage apparaît ce que l'on appelle le personnage. Le personnage n'est pas notre essence profonde, il est plutôt une construction psychique, un assemblage d'identités, de stratégies de survie, de rôles et de mécanismes d'adaptation. On pourrait dire qu'il agit comme un avatar, l'avatar de l'âme, astral. Il se déplace dans le monde, parle, agit, réagit
mais il fonctionne surtout à partir de ce qu'il a appris à être pour survivre et surtout, il porte un bagage incroyable au niveau subliminal qui influence sa réalité au niveau de son conscient. Ce personnage projette constamment des informations dans le champ. Nos attentes, nos peurs, nos croyances et nos interprétations colorent la réalité. C'est ainsi que l'astral se nourrit par les projections humaines. Chaque émotion forte, chaque attachement, chaque peur intense renforce cette couche de réalité psychique. Mais le processus ne s'arrête pas là, car ce champ agit également en retour. Une fois que ces projections existent, elles portent notre nom, notre signature, et elle sera automatiquement sous influence extérieure. Elles deviennent elles-mêmes une influence. Elles circulent entre les individus, se renforcent mutuellement, se mélangent aux émotions collectives et créent une boucle. L'humain nourrit le champ et le champ nourrit l'humain. C'est dans cette boucle que naissent les interférences. L'intérieur et l'extérieur cessent d'être clairement distingués. Ce que je ressens semble venir de moi, mais il peut être amplifié par un environnement chargé. Ce que quelqu'un projette sur moi peut activer mes propres mémoires. Si je suis à l'extérieur, ça m'envahit. Les dynamiques psychiques se répondent, les guerres inconscientes se créent, se superposent et s'entremêlent. Dans ce contexte, le personnage devient extrêmement réactif, émotionnel. Il croit défendre son identité alors qu'il réagit souvent à des influences qu'il ne voit même pas. Plus l'identification du personnage est forte, plus la personne se laisse entraîner dans ses mouvements. Plus nous projetons, plus nous diffractons, plus la résonance vibratoire de nos projections vient dans notre réalité. À cela s'ajoute un phénomène encore plus profond, l'addiction de l'âme astrale à ce mode de fonctionnement, à cet envahissement. L'âme astrale s'est habituée à vivre dans la fragmentation. Elle s'est structurée à travers les oppositions, les tensions et les polarités. Elle apprend à fonctionner en opposant le bien contre le mal, le succès contre l'échec, la reconnaissance contre le rejet, la sécurité contre la peur, etc. Ces polarités deviennent le carburant du personnage. Chaque charge émotionnelle attire son opposé et le personnage passe son temps à naviguer entre ces deux pôles. Ainsi se crée une véritable dépendance énergétique. L'âme astrale et son avatar Lego, le personnage, deviennent accros à ces mouvements de polarité puisqu'ils leur donnent l'illusion d'exister. Ils ont besoin de ces tensions pour se sentir exister, de cet envahissement pour se sentir vivant. La fragmentation devient leur mode de vie. Le personnage se divise en multiples rôles, en multiples identités, en multiples réactions contradictoires. Un jour, il se sent puissant, le lendemain insignifiant. Un jour, il se sent inspiré, le lendemain perdu. Ces oscillations nourrissent l'astral car chaque charge émotionnelle relance la boucle de projection et de réaction. Dans cette dynamique, le personnage se fragmente lui-même, il se disperse dans des identités multiples. Celui qui veut être reconnu, celui qui a peur d'être rejeté, celui qui veut se cacher, celui qui veut contrôler, celui qui doute, celui qui veut se prouver sa valeur en sauvant quelqu'un, etc., etc. Chaque fragment agit comme une petite entité psychique qui tente de prendre le contrôle à tour de rôle. Plus ces fragments sont actifs, plus la personne se sent divisée intérieurement, plus elle sera envahie par les projections qu'elle diffracte, puisque les fréquences qui y résonnent viennent à elle. La pensée vient d'ailleurs et la pensée et l'émotion sera colorée par la fréquence qui est en résonance avec ces projections. Mais cette dynamique intérieure entre également en résonance avec un système extérieur. Dans les champs psychiques et émotionnels qui entourent l'humanité existent aussi des structures d'influence. On peut les appeler interférences, implants psychiques ou programmes collectifs égrégores.
Ces systèmes n'ont pas besoin d'imposer leur contrôle par la force. Ils entrent simplement en résonance avec les ondes déjà fragmentées de la conscience. Chaque fragmentation agit comme une porte ouverte. Lorsqu'une personne est divisée entre peur et désir, entre besoin de reconnaissance et sentiment d'insuffisance, ces tensions créent des espaces instables. C'est dans ces espaces que les influences extérieures peuvent s'insérer et amplifier ce qui est déjà présent. Plus une personne est sensible, plus elle a vécu des traumatismes micro ou macro, plus elle a appris à dissocier, à fuir sa réalité pour survivre, plus elle sera envahie par la matrice. Tout le monde est envahi par la matrice. Mais plus une personne hypersensible a été traumatisée, dissociée, fragmentée, plus elle sera sous l'influence de charges extérieures qui amplifieront ces états. Mais ces influences ne prennent pas place au hasard. Elles s'installent souvent à travers ce que l'on peut appeler un consentement inconscient. Ce consentement ne vient pas d'un choix clair et volontaire. Il apparaît lorsque le personnage abandonne son centre, son axe intérieur pour chercher et exister à l'extérieur, ce qu'il ne ressent plus à l'intérieur, ce qu'il voulait quitter à l'intérieur. Dans ces moments, un espace se crée, l'être quitte son propre territoire intérieur et entre dans le champ des autres, les autres étant tout ce qui existe. C'est là que les interférences trouvent leur accès. L'un des mécanismes les plus puissants de cette dynamique est l'addiction au regard extérieur. Le personnage cherche constamment à savoir qui il est à travers le regard extérieur, à travers les événements qui vont lui arriver, comment il est perçu, jugé, reconnu ou validé. Il observe les réactions, les critiques, les approbations. Il commence à vivre dans l'image qu'il pense renvoyer, mais en faisant cela, il quitte son propre espace pour entrer dans celui des autres. Il cesse d'habiter son centre et commence à se définir à partir de l'extérieur. Cette sortie de soi fragilise le champ intérieur et ouvre la porte aux influences qui circulent dans le collectif. Ces structures d'influence ont besoin d'une chose, l'énergie générée par les polarités humaines, par leur diffraction. La peur, la rivalité, la jalousie, la honte, la dépendance affective et la quête constante de validation produisent une énergie psychique intense. Tant que le personnage reste fragmenté et réactif, il continue de produire cette énergie. La véritable sortie de cette boucle ne consiste pas à lutter contre ces systèmes, mais à récupérer l'espace intérieur qui l'occupe. Le point zéro nous permet l'arrêt de la diffraction, la capacité d'intégrer ces charges. Ma conscience décide et décrète dans l'instant présent d'inspirer tous mes fragments, tout ce qui porte mon nom et ma signature vibratoire. Mon expiration les ancre dans ma corporalité. J'expire de nouveau et j'accède à mon vide, à ce champ réel qui est ce que je suis. Ma fréquence l'habite. Je suis en coexistence, j'habite mon espace. Le point zéro est la porte d'intégration. C'est l'espace intérieur où les charges opposées cessent de s'affronter pour être intégrées dans une présence stable. Lorsque la conscience revient dans cet espace, les fragments cessent progressivement de se combattre. Les polarités se neutralisent et l'énergie auparavant dispersée commence à se rassembler. Revenir au point zéro est un acte de récupération. Le point zéro veut dire conscience, présence, hyper-vie, mouvement décisionnel, créativité, frontières saines, autorité noble. L'être reprend l'espace qu'il avait laissé aux influences, aux fragments et aux projections. Il cesse d'habiter les champs des autres et revient dans le sien. L'énergie qui était dispersée dans les polarités revient dans le corps et dans la présence. Le personnage ne disparaît pas, mais il cesse d'être le pilote. Il redevient une interface, un outil d'expression dans le monde. La conscience reprend sa place au centre et l'utilise.
Lorsque cela se produit, les interférences perdent leur carburant. Les programmes collectifs n'ont plus la même prise, les implants psychiques ne trouvent plus les mêmes ondes de résonance. En fait, plus on habite notre espace, plus le vide de notre corps est récupéré et habité par nous, tout ce qui n'est pas ce que nous sommes retourne simplement à leur fréquence. L'être humain cesse de nourrir la boucle de fragmentation, de narratifs et de chambres à écho, puisqu'en trouvant et en revenant à la maison, dans sa conscience, il existe réellement. Il n'a plus besoin de se prouver son existence par toutes sortes de stratégies, dont l'envahissement. Il retrouve sa stabilité intérieure et peut interagir avec le monde sans être aspiré dans les polarités. Intention alchimique. Même si je ne sais pas comment, je commande de transformer la fragmentation de mon personnage en intégration consciente au point zéro. 2. Même si je ne sais pas comment, je commande de transformer les polarités opposées de mon énergie en présence stable dans mon espace réel au point zéro. 3. Même si je ne sais pas comment, je commande de transformer les interférences extérieures en clarté intérieure et en souveraineté vibratoire au point zéro. Même si je ne sais pas comment, je mets au point zéro mon personnage qui est addict à la matrice pour le ramener à l'intérieur, dans mon espace au point zéro. Ainsi, tout ce qui n'est pas ce que je suis, tout ce qui ne veut pas mon essence, tout ce qui n'est pas mon essence retourne à son espace. Même si je ne sais pas comment, je commande de transformer les espaces occupés par les influences extérieures en réappropriation consciente de ma création au point zéro. Je reviens à l'intérieur, mon personnage devient l'interface de ma conscience. denisjutra.ca, chaîne YouTube Denis Jutras.